donc je me présente, moi je suis Anne-Laure Brun, expert comptable associée, et puis je suis aussi responsable du pôle santé au sein du cabinet Orcom. Franck Carpentier, responsable de mission au sein d'Orcom Orléans, référent profession libérale du groupe depuis déjà plusieurs années. Alors, on va vous demander toute votre indulgence, parce que c'est la première fois qu'on se livre à ce genre d'exercice, donc on sera peut-être un petit peu maladroit dans les manipulations. On a 30 minutes pour vous parler donc de la CISA. D'abord, on va faire une présentation du groupe, du cabinet Orcom, et puis on attaquera la partie un petit peu plus technique sur la CISA, son fonctionnement. N'hésitez pas à utiliser la partie chat pour solliciter en fait une interruption ou si vous avez des questions. Alors, le groupe Orcom, je vais vous laisser prendre connaissance de la diapo. Peut-être ce que je mettrai en avant, c'est qu'on est un cabinet indépendant avec une présence importante en région. Historiquement, le cabinet s'est développé à partir de la région centre pour aller s'installer un petit peu par des opérations de croissance externe en région parisienne, etc. Et puis très récemment, on est même passé de l'autre côté de l'Atlantique avec un rachat de cabinet à New York qui dispose aussi d'un site à San Francisco. Ça, c'était pour la présentation générale. Pour vous préciser aussi qu'on est organisé par services spécialisés et on fera le lien après sur les services qu'on peut vous proposer et les problématiques auxquelles on va pouvoir vous répondre en s'appuyant sur ces consultants spécialisés, notamment sur tout ce qui touche au droit social, droit des sociétés et droit fiscal et patrimonial. On met aussi en avant le fait qu'on soit un cabinet digital, ce qui signifie qu'on peut être assez réactif dans toutes les sollicitations que vous pouvez nous faire. On a un site internet qui est assez complet avec un blog sur lequel on essaye de mettre en avant des expériences, nos clients, une newsletter bien sûr, et puis des services en ligne avec un accès à certains logiciels, notamment de gestion et d'organisation comptable en ligne. Nos services, très rapidement, sont les services d'un cabinet d'expertise comptable avec une approche particulière sur le conseil, notamment sur tout ce qui est conseil fiscal, gestion de patrimoine, gestion de privé, paye et conseil social, gestion des ressources humaines, et puis un accompagnement particulier aussi sur la thématique juridique. Quelques mots pour terminer, parce que c'est des projets qui nous tiennent à cœur. On a créé il n'y a pas longtemps la Fondation d'entreprise Orcom qui soutient en fait les projets d'avenir, donc tous les projets notamment dirigés vers la jeunesse et vers les jeunes. Donc ça, c'est une orientation que le groupe a prise tout récemment. Et pour terminer sur la présentation institutionnelle, rappelez que le groupe Orcom est engagé dans la qualité, avec une certification ISO 9001 qui vous garantissent en fait tout un panel de fiabilité technique. Et puis ce qu'on met en avant aussi, c'est tout ce qui touche à l'environnement durable avec gestion électronique de données, le portail client et les réunions à distance, notamment par le biais de conférences sur Internet. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Alors on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de la CISA, en commençant par un décryptage juridique et comptable, pour finir par un point fiscal de la CISA. Donc la CISA, c'est quoi? C'est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, régie par des textes, la loi Fourcade de 2011, et l'article du code de l'article 1, article L 4041.1 du code de la santé publique. On ne va pas les énoncer tous, mais c'est le plus important. Avec l'approche du règlement arbitral. La CISA, c'est une MSP. Souvent, les gens parlent de MSP, mais on parle maintenant de CISA et de MSP, c'est étroitement lié malgré tout. Et c'est une société civile, régie par le Code civil. Au même titre que le sont toujours les sociétés civiles de moyens et les sociétés civiles professionnelles. Alors pourquoi une CISA? Une CISA, c'est quoi? C'est la mise en commun d'activités autour d'un projet de santé. Le projet de santé, élément moteur de la CISA,
élément moteur de la maison de santé, avec 3 axes, l'axe de soins, l'axe pluriprofessionnel et coordonné, et un axe d'utilisation d'un système informatique qui va partager les données entre les associés de la CISA. Donc, tout ça sans l'ARS et sans la CPAM, ça ne marche pas. Donc, il faut obligatoirement un accord tripartite entre ces 3 éléments, la maison de santé, la CPAM et l'ARS. Mais si on décide de faire une maison de santé, de combien de temps dispose-t-on et comment on peut organiser tout ça dès le départ en termes de timing? Alors, en termes de rétro-planning, on a 6 mois entre la signature du contrat tripartite et puis la constitution juridique de la CISA. Petit point d'attention en fait à ce niveau-là, notamment en termes de rétro-planning, puisqu'on a notamment des informations obligatoires à faire aux différents ordres professionnels qui sont représentés au sein de la CISA et à l'ARS. Sachez que le projet de statut doit être adressé aux ordres et à l'ARS qui ont 1 mois pour faire des retours, notamment des avis ou des observations. Certains ordres nous font des commentaires à la marge sur les projets de statut qu'on envoie. Sachez aussi que le projet de santé est annexé à ce projet de statut qui est adressé aux ordres et à l'ARS. Et c'est le projet de santé qui a été validé par l'ARS en premier projet. Donc c'est celui qui sert de date butoir et qui est communiqué à l'ensemble des ordres. Donc pourquoi une CISA finalement? C'est un instrument juridique commun qui permet de recevoir des modes de rémunération, les NMR, mais également des subventions communales, intercommunales, et parfois autres, des aides d'organismes privés éventuellement sur des honoraires complémentaires, et aussi des honoraires communs à l'ensemble des associés. Dans certaines conditions, tout est possible. L'importance des statuts et du règlement intérieur, les statuts, ils organisent la vie de la société, alors que le règlement intérieur, il organise le quotidien de l'organisation de la CISA. Donc voilà, deux éléments juridiques indispensables et sur lesquels il faut passer un temps important malgré tout. Donc la CISA, les associés de la CISA, au minimum 2 associés, un auxiliaire médical, c'est les textes qui le prévoient, uniquement des personnes physiques. Des professionnels de santé qui sont actuellement en CELAR ou en SCP, qui souhaiteraient intégrer une CISA, pourraient le faire, mais à titre personnel. Ils ne peuvent pas le faire par l'intermédiaire de leur société. Ça veut dire qu'ici, on exclut tout ce qui est SCM, pharmacie, les laboratoires, les SCP ou les SEL. Les sociétés ou les structures ne peuvent pas devenir associées au sein des CISA. Seuls les professionnels indépendants le peuvent. Donc la pharmacie ne peut pas, mais le pharmacien, lui, peut être associé. Hein. Donc la liste des associés personnes physiques, elle est listée en fait dans un article du Code de la santé publique. Ce sont tous les médecins et paramédicaux qui sont listés en fait sur la diapositive. Ah, c'est une liste exhaustive. Hein. Peut-être qu'à ce stade, on peut parler du statut des collaborateurs, notamment collaborateurs des médecins, mais pas que, mais c'est important que le sujet soit abordé. Ouais. Les collaborateurs, en fait, ils peuvent intégrer la CISA en tant qu'associés. Ils peuvent être associés de la CISA à part entière et conserver un statut de collaborateur pour l'organisation de leur profession avec les professionnels de santé ou les paramédicaux avec qui ils traitent au quotidien. Si on prend un exemple d'un médecin collaborateur qui envisage de devenir titulaire, mais souhaite rester collaborateur, tout est possible. Après, c'est un mode de fonctionnement et d'organisation interne. Mais il est idéal quand il est associé malgré tout de la CISA.
Donc là, on a parlé des associés. En revanche, il peut y avoir des personnes qui souhaitent, qui sont intéressées par le projet de santé, mais qui ne peuvent ou qui ne veulent pas tout de suite s'associer. Donc là, dans ce cas-là, on va parler et on va aborder la question des vacataires et des salariés. Alors juste avant, on va essayer de répondre aux questions. Les pharmacies vont pouvoir, pour l'instant elles ne peuvent pas, donc peut-être les textes évolueront dans ce sens et des choses sont en cours d'écriture, mais pour l'instant ça n'évolue pas. Et pour ce qui est des patientèles de médecins généralistes, aujourd'hui c'est ce qui sert de base, on va le revoir juste après. Pour les spécialistes, c'est la même chose. C'est le nombre de patients référencés, finalement, un nombre de patients dont le médecin référent est identifié qui sert de base au NMR. Après, les médecins spécialistes ont moins de patients référents, donc voilà. C'est une question qui aujourd'hui est en pleine évolution. Alors, donc, pour revenir aux salariés et aux vacataires, donc là, on pense particulièrement aux coordinateurs, à la secrétaire, aux psychologues, ostéopathes, qui aujourd'hui ne font pas partie des associés en fait de ces maisons de santé, et puis à d'autres professionnels de santé qui souhaiteraient participer à ce projet sans en être forcément associés. Je me permets juste de te couper, Anne-Laure. Bien sûr. Les patientèles de médecins spécialistes ne sont pas prises en compte, en effet, je vois les petits chats sur le côté, sauf si ce sont des médecins référents. Si le médecin spécialiste est un médecin référent, sa patientèle est prise en compte. Donc pour les salariés ou les vacataires, donc comme les associés, en fait les non associés vont se voir facturer des loyers et des charges locatives pour participer de manière commune aux différentes dépenses de la maison de santé. Pour tout ce qui est non associé, des contrats de vacation vont pouvoir être rédigés et on va pas pouvoir se baser là-dessus pour faire des refacturations et prendre en compte les non associés dans le cadre de la maison de santé. Le coordinateur, bien sûr qu'il peut être associé s'il répond aux conditions. Il peut aussi être salarié et c'est ce qu'on voit le plus, d'une, voire plusieurs CISA. Le coordinateur a un rôle bien sûr essentiel et primordial dans l'organisation de la CISA, notamment sur le suivi des engagements qui ont été pris dans le règlement arbitral. Donc il y a des formations qui ont été mises en place par l'ARS pour devenir en fait coordinateur, formations qui n'existaient pas jusque-là. Ce qu'on note à la fin de la diapositive, c'est qu'il y a une réflexion importante à mener en fait en amont de la Constitution sur comment est-ce que vous souhaitez répartir le personnel en commun. Ça, c'est notamment pour les postes de secrétaire et de femme de ménage. Une mutualisation des coûts via la CISA ou pas. Après, c'est un mode d'organisation qui est propre à chaque individu et à chaque organisation antérieure finalement à l'intégration dans la CISA. Pour ceux qui avaient leur propre secrétaire et qui souhaitent la conserver, ceux qui avaient leur propre femme de ménage ou pas. Voilà, c'est des questions plus individuelles après. Si on poursuit sur les statuts de la CISA, les statuts sont ceux d'une société civile qui est immatriculée au registre des commerces et des sociétés. Ils ont bien sûr une liste d'informations qui doivent figurer en fait dans les statuts. On va parler notamment de l'objet social, de la date de clôture de l'exercice qui sera forcément un 31 décembre si la société est à l'impôt sur le revenu, ça on va y revenir un petit peu plus tard. Le montant du capital, on va pouvoir définir aussi dans les statuts la gestion des entrées et des sorties des associés. Ici, il y a un petit point d'attention sur le fait que chaque entrée-sortie d'associés, en tout cas à aujourd'hui, induit une mise à jour des statuts et donc une assemblée générale extraordinaire de mise à jour des statuts et un réenregistrement au greffe du tribunal de commerce. Alors, à ce sujet, les choses sont en train d'évoluer vers un statut à capital variable. Mais voilà, les choses évoluent et normalement, dans les années qui vont venir, voire dans les mois, il y aura plus de souplesse par rapport à cette organisation. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le projet de statut est adressé pour avis aux ordres de chaque profession représentée au sein de la CISA et à l'ARS. Et on rappelle à ce stade que chaque associé de la CISA reste un professionnel indépendant avec les obligations fiscales qui y sont attachées.
Dans les statuts, on va également nommer le ou les premiers gérants. Donc, seuls les premiers gérants sont désignés dans les statuts. Ensuite, la désignation des gérants qui vont suivre se fait dans l'Assemblée générale annuelle d'approbation des comptes. Sur les gérants, ils peuvent être associés ou non, et bien souvent le ou les premiers gérants, puisqu'on conseille pour les CISA de nommer 2 voire 3 gérants pour faciliter en fait les démarches et alléger un petit peu le temps de travail que ça va représenter. Donc la première année, le ou les gérants sont souvent des personnes moteurs au sein du groupe et qui ont été moteurs en tout cas dans la constitution de la maison de santé. Après, les retours d'expérience font qu'il faut au moins 2 gérants pour se répartir un peu les tâches, et c'est une charge de travail qui est assez importante la première année, notamment pour la mise en place de la maison de santé. Le règlement intérieur. Le règlement intérieur, il peut lui être rédigé à n'importe quel moment, avant, pendant ou après la création de la structure. Après la création de la structure, c'est le meilleur moment. Quand on a une expérience d'un vécu collectif de plusieurs mois, voire au moins d'une année, pour bien déterminer les règles de répartition des dépenses et des recettes. Le budget prévisionnel peut être acté avant, mais validé ensuite par le règlement intérieur dans son fonctionnement. La répartition des tâches, elle est souvent prévue lors de la création de la maison de santé, de la CISA, et sera reprise bien sûr ultérieurement dans le règlement intérieur si le règlement intérieur n'est rédigé qu'après plusieurs mois d'exercice. La gestion du personnel, par exemple, sur le rôle du secrétariat, le rôle de la coordinatrice ou du coordinateur, voilà, tout ça c'est un ensemble de choses qui sont repris dans le règlement intérieur, et l'ouverture vers d'autres pistes de réflexion peut se faire qu'avec un peu d'expérience finalement et de vécu au sein de la CISA. Donc ensuite, le budget prévisionnel, ça fait le lien en fait avec la comptabilité. Donc très classiquement, en recette sur la CISA, on va trouver les rémunérations versées dans le cadre du projet de santé, rémunérations assises sur la patientèle des médecins. On va trouver aussi des subventions, qui vont être développées par le travail du coordinateur. On va également trouver tous les versements que vont faire les associés pour prendre en charge les dépenses de la CISA. En dépenses, on va trouver la rémunération des salariés, coordinateurs, secrétariat et femmes de ménage en fonction des choix qui auront été faits, et puis toutes les charges et dépenses classiques d'une société, donc les loyers, les charges locatives, toutes les fournitures, l'entretien, les honoraires, etc. Alors, je rebondis sur le chat. La rédaction du règlement intérieur avant la mise en place, c'est compliqué parce que finalement, vous confondez peut-être règlement intérieur et répartition des charges. La répartition des charges, c'est vraiment quelque chose de budgétaire qui n'est pas acté dans le règlement intérieur, qui sera approuvé dans le principe, dans son mode de fonctionnement, mais la répartition des charges, elle, est indispensable avant d'intégrer la maison de santé. Et elle peut être actée par l'ensemble des associés de la CISA lors de l'Assemblée générale d'approbation des comptes. De toute façon, elle sera reprise, mais elle peut être actée en réunion commune avec une feuille de présence et la validation de chacun et le point de vue de chacun. Mais le règlement intérieur, lui, ne va pas nécessairement acter des dépenses dont il n'a pas encore connaissance. Donc si vous rédigez avant cette répartition des charges, la chronologie risque de ne pas être respectée. Les engagements polypro, c'est pareil, il y a des engagements qui vont venir aussi avec la vie de la CISA. En fait, le projet de santé prévoit déjà des choses par rapport aux engagements des uns des autres dans votre projet d'évolution et votre projet médical. Donc, voilà. Le point de blocage qu'il peut y avoir à rédiger le règlement intérieur en amont, c'est qu'une fois qu'il sera signé par l'ensemble des associés au démarrage, si en cours d'année,
il y a des choses qu'on souhaite rajouter. Il sera peut-être plus compliqué de le faire re-signer par l'ensemble des associés, surtout si le point de blocage en question concerne un des professionnels de santé, un des associés au sein de la CISA. C'est pour ça qu'on indique en fait que le règlement intérieur peut être bien sûr réfléchi et dégrossi en amont, mais retravaillé au cours de la première année de fonctionnement. Pour poursuivre sur la comptabilité de la CISA, on tient à une comptabilité de trésorerie avec une évolution possible pour 2017 si on choisit d'opter à l'impôt sur les sociétés. Et on dépose une déclaration fiscale 2035. Il y a une question en fait qui se pose sur qu'est-ce que je fais des NMR que la CISA a perçus, mais finalement qui n'ont servi à financer aucun projet ou pas beaucoup de projets, en tout cas au démarrage sur la maison de santé. Alors en fait, à cette question, on a une réponse assez simple. On provisionne, on met de côté, hein, on thésaurise ses surplus et on garde cet argent pour les années futures, les investissements, la rémunération du coordinateur ou de la coordinatrice et les projets de santé, pouvoir avoir de quoi financer ces projets. Mais aussi pour garantir l'avenir des NMR, parce qu'il y a une perspective à terme de garantie de NMR qui, pour les maisons de santé, peut être une inquiétude. Et au moins cet argent non consommé permettra de garantir au moins le fonctionnement de la CISA pendant un certain temps, si besoin. Mais ça peut être redistribué tous les ans. Cet argent peut ne pas être bloqué, provisionné et peut être redistribué à l'instant T par l'ensemble des associés et sur décision de l'ensemble des associés, bien sûr. La fiscalité, pardon. J'étais en train de lire le chat sur pas seulement compta d'engagement, mais voilà, les réponses se font entre vous, ce qui est plutôt pas mal. Société civile, qui dit société civile dit impôt sur revenu, avec nécessité d'adhérer à un centre de gestion dès lors qu'on envisage dès la première année de faire des résultats positifs. Si on a la certitude que non, l'adhésion n'est pas indispensable, mais si on n'a aucune certitude, l'adhésion devient obligatoire. Option possible, on le répète encore, à l'impôt sur les sociétés depuis le 1er janvier. Hein. Donc c'est une société civile qui est soumise à la cotisation foncière des entreprises. Et on rappelle à ce stade que chaque professionnel indépendant reste lui aussi soumis à CFE. Oui. Alors la CISA, elle n'est pas soumise pour la première année. Elle paye qu'à partir de la deuxième année d'exploitation. Et elle est exonérée également de TVA, sauf disposition d'entrée d'un pharmacien dans la CISA. Bon, là, c'est des règles spécifiques qu'il faut voir au cas par cas. Il est 11h26, donc on va profiter des 4 dernières minutes de la présentation pour vous parler aussi de notre accompagnement spécifique sur cette thématique. Donc tout d'abord notre accompagnement sur la CISA. Alors sans vous relire de manière exhaustive ce qu'il y a sur la diapositive, on a essayé de vous résumer un petit peu l'ensemble des prestations qu'on vous propose et l'accompagnement qu'on fait sur les constitutions de maisons de santé. Donc, on va parler bien sûr de la constitution de la CISA, des comptes annuels et du secrétariat juridique. Quand on parle de constitution de la CISA, ça englobe une réunion d'information générale à destination de tous les associés pour répondre à la multitude de questions que chacun peut se poser. C'est des réunions qui sont longues, mais qui sont nécessaires et tout à fait légitimes en fait quand on veut s'installer et se regrouper en CISA, et ça va jusqu'à l'immatriculation de la société au greffe du tribunal en passant par l'envoi aux différents ordres pour avis. Ensuite, on a essayé d'identifier en pointillé les prestations qu'on peut proposer à la demande. Voilà, comme l'accompagnement juridique pour la rédaction du bail, les conventions de sous-location, la création d'un dossier employeur finalement auprès de l'ensemble des caisses si on décidait d'intégrer un secrétariat au sein de la CISA, ou encore la rédaction de contrats de travail, la rédaction du règlement intérieur aussi, toutes ces choses qui font que voilà, la CISA va pouvoir vivre et fonctionner correctement.
Donc notre accompagnement, il s'effectue aussi auprès des professionnels indépendants. Hein. On propose des prestations qui sont individuelles, les comptes annuels du professionnel associé, en l'occurrence, avec ce qui lui est proposé, j'imagine, au quotidien, la tenue de la comptabilité. Nous, avec la mise en place en plus par nous d'un outil de gestion Evolise et la mise à disposition sur Internet, et la déclaration d'impôt sur le revenu, toutes les déclarations fiscales et sociales qui vont et qui sont liées à l'activité professionnelle. Alors, toujours pareil, avec des compléments si nécessaire, comme l'abonnement à assistance à contrôle fiscal et social et l'accompagnement juridique en cas de création de société civile professionnelle ou non professionnelle, et la cession de parts sociale ou la cession de patientèle, ce qui arrive aussi encore dans vos métiers. Et puis pour conclure, on va peut-être conclure avec la petite phrase qu'on aime bien pour présenter en fait nos prestations et notre accompagnement. C'est que les missions qu'on réalise pour votre compte sont des missions qui sont clés en main. C'est-à-dire que on va participer à des réunions avec vous, on va répondre à vos questions et on essaye d'être au maximum réactif en fait quand vous avez des questions. Peut-être qu'on peut citer le dernier exemple où on a eu une réunion de présentation des maisons de santé qui s'est déroulée mi-juin, et on a livré un projet de statut sous quinzaine qui reste à ce stade en état de projet, mais on a su être réactif et répondre à l'inquiétude en fait des associés qui étaient dans le respect des délais en fait. Voilà, c'est ça. Et donc pour terminer, on vous a mis nos coordonnées respectives. N'hésitez pas à nous solliciter par mail ou par téléphone à la suite de cette intervention. On pourra bien sûr organiser des rendez-vous ou répondre à diverses sollicitations. Et éventuellement vous adresser le support PowerPoint si vous le souhaitez. Bon, bah écoutez... On va juste répondre à la dernière question, vrai pour le règlement intérieur, mais pas pour les subventions, quand on parlait de rédaction a posteriori de la création de la structure. Pour les subventions, elles sont versées à l'instant T, elles sont réparties soit pour des investissements matériels, soit pour des investissements futurs, notamment si c'est versé à l'association antérieure. Il y a plein d'autres questions, on peut ouvrir, élargir le champ des réflexions, et on a plein d'exemples, nous, on a beaucoup de vécu par rapport à cette situation, donc voilà, on ne peut pas répondre de manière précise sur ce cas. Il faut, voilà, quel type de subvention a été encaissé, pour quelles raisons et comment on les utilise, c'est tout un tas de points qu'on peut voir après individuellement en fonction des uns et des autres. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller consulter le site Orcom, et puis voilà, comme dit Martin S, à vous abonner à notre chaîne Webikeo Orcom. Merci Franck pour cette intervention. Alors. Et puis on espère qu'on a pu apporter quelques éclairages sur les CISA.